Ebale ya Congo ejali lopangota kashi ejali shenzela. Bonjour à tous les téléspectateurs de Molière TV Canal+. C'est l'heure de suivre l'émission Actu de province, une émission qui parle plus d'actualité du Congo central. Aujourd'hui, nous sommes venus à Luka, au siège de Luka, pour évoquer quelques actualités de Luka avec le recteur de cette université, Luka, c'est-à-dire l'université Congo. Et sans plus tarder, je me retourne vers mon invité. Bonjour, monsieur le recteur. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment Luka se porte-t-elle? Luka se porte assez bien parce que nous avons des projets que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et quand une institution a des projets, ça veut dire que ça va assez bien, malgré les nombreuses difficultés qui sont les nôtres. Alors, est-ce vrai qu'il faut attribuer la paternité de Luka au professeur Ntsonde Savinda? Le professeur Ntsonde Savinda, c'est lui qui a eu le premier l'idée de la création de l'Université Congo. Il a associé un certain nombre de ses collègues que nous appelons aujourd'hui les initiateurs de l'université. C'est bien lui qui a eu la première idée. Alors, pour quelles raisons Luka fonctionne avec le système inconditionnel de la rotation des recteurs? Pour quelles raisons? Ça, ce sont les pères fondateurs de Luka qui l'ont décidé. D'abord, il a été décidé qu'un recteur ne peut pas avoir plus d'un mandat. C'est ce qui a été décidé. Et je vous signale que je suis parmi ceux qui ont créé l'Université Congo. Mieux que ça, j'étais le secrétaire rapporteur de l'Assemblée générale constitutive de l'Université du Bas-Zaïre à l'époque, Unibas. Donc, c'est nous qui avons décidé que le mandat serait un seul mandat. Et comme nous avions 3 districts, nous avons voulu, conformément à la tradition Congo, avoir la rotation selon les districts. Alors, aujourd'hui, parce que dans le bas-fleuve, Luka a mis la clé sous la porte, c'est-à-dire Luka ne fonctionne plus au bas-fleuve. Est-ce que le bas-fleuve mérite-t-il de continuer cette rotation des recteurs ou d'être impliqué dans les comités de gestion de Luka, parce que Luka ne fonctionne pas au bas-fleuve? Vous me posez là une question qui dépasse mes compétences. C'est une question qui relève du conseil, du comité de l'Assemblée générale. Ce n'est pas une question qui relève du comité de gestion. Mais vous êtes sans ignorer que Luka n'a pas été financé, sinon soutenu financièrement au bas-fleuve. Et d'ailleurs, le bas-fleuve avait créé une autre université qui s'opposait même à Luka, qui organise la faculté de médecine. Vous entrez là dans un débat qui n'est pas le mien. Là, vous voulez me sortir de mon rôle de recteur. Je suis recteur de l'Université Congo. Je suis l'église au milieu du village. Je n'ai pas à prendre part à ce type de débat. Quand Luka accepte la rotation de la présidence des étudiants, tantôt c'est qui donne le président, tantôt c'est Mbanza Ngongo. Et pourquoi refuse-t-elle, par exemple, d'organiser la collation des grades à une année à Mbanza Ngongo et une autre année à Kisonto? Mais regardez l'infrastructure naturelle que nous avons. C'est une tradition que j'ai héritée de tous les recteurs. Tous les recteurs. Et je vous ai dit que les recteurs, ils viennent par rotation. Tous les recteurs ont respecté cette tradition. Que ce soit les recteurs Ntsonsa qui m'a précédé ou d'autres qui ont été avant lui, ça a toujours été la tradition parce que le siège se trouve à Mbanza Ngongo. Le siège de l'Université Congo se trouve à Mbanza Ngongo. Et il se fait que nous avons un amphithéâtre naturel. Ici, comme vous avez déjà pu le voir, à Mbanza Luvaka, c'est ainsi que la tradition, elle est là. Et en fait, les collations ont commencé avant que Luka n'arrive à Luvaka. Et puis, la tradition, on ne peut pas changer la tradition parce qu'il faut équilibrer l'unité quand même qu'il y a entre le 3, entre guillemets, le 3 ex-district.
Mais déjà, vous parlez de 2 districts seulement. Comment on va parler de 3 districts? Ok? Il y a 2 sites. Moi, je ne parle pas en termes de districts. Je parle en termes de sites. Il y a 2 sites, le site de Kisantu et le site de Mbanzangougou. Demain, l'Assemblée générale peut décider de la création d'un autre site. Pourquoi pas? En ce moment-là, qu'est-ce que nous allons dire? Donc, c'est une question qui relève de l'Assemblée générale, qui est un organe très, très important. On vous félicite, parce que c'est vous le recteur, mais dans l'ensemble, on félicite l'institution UCA pour avoir construit le VACA. Et qui empêche que l'électricité soit installée ici à l'Ovaka, parce que vous fonctionnez avec par le moyen électrogène. Nous avons un projet. Nous avons un projet d'installer l'électricité en Banza-Luvaka. Nous avons déjà constaté pour cela la SNEL, qui avait accueilli très très favorablement notre demande. Donc nous sommes dans les démarches avec la SNEL, qui nous avait d'ailleurs dit que c'était dans sa vocation et qu'elle pouvait le faire. Donc nous sommes dans les démarches pour que le site puisse être électrifié. Voilà, pour construire le VACA, vous avez eu besoin du partenariat avec quelques banques, mais pour les travaux de construction et qui sont tout, vous demandez la cotisation. C'est pas une légère négligence? Non, du tout. D'abord, pourquoi est-ce que je vois que vous faites allusion aux bâtiments administratifs que nous avons? Tous les bâtiments, même les bâtiments... Je voudrais d'abord vous donner l'historique. Hein. Le premier bâtiment a été construit par le gouverneur Mbachi. Il avait construit 3 bâtiments qui sont exactement les mêmes. L'un en Banzangungu, l'autre à Boma, à Lukavé, et le troisième à Kisantu, qui est aujourd'hui l'ISTEM. Okay? Ce deuxième bâtiment que nous avons ici a été construit par le professeur Nsonsa, celui qui a initié ce bâtiment. Il a pris un emprunt à la banque, il est parti avant que l'emprunt ne puisse être payé. Nous avons hérité de cette situation. La situation était assez difficile. Nous avons négocié avec la banque. Aujourd'hui, la dette est en train d'être éteinte. Je crois qu'au mois de septembre, la dette sera totalement éteinte. Voilà. Maintenant, l'idéal pour nous aurait été de commencer à Kisantu, parce que c'est une faculté de médecine qui est la plus grande faculté et qui nous préoccupe beaucoup. Mais pourquoi est-ce que nous avons commencé ici? Nous avons commencé ici tout simplement parce qu'il y avait une urgence. Le bâtiment qui nous servait de siège, le fameux bâtiment Kitala, le propriétaire a décidé de récupérer son bâtiment. Et il nous avait donné d'abord c'était jusqu'à décembre 2021. Et donc nous devions nécessairement pouvoir trouver un siège. Vous voyez le bureau dans lequel je vous reçois, ce n'est pas le bureau dans lequel un recteur peut vous recevoir. C'est comme ça que nous avions décidé, ensemble avec le conseil d'administration, de commencer par le bâtiment administratif, sinon nous nous retrouvions dehors. C'est tout simplement ça. Maintenant que ce bâtiment est en train d'être terminé, nous allons commencer immédiatement avec le bâtiment de Kisantu. Et là, je vous précise que ce n'est pas que sur l'Insinsani que nous comptons. L'Insinsani, c'était juste pour demander aux gens de participer à l'effort de construction de cette université. C'est que vous n'avez pas fait le VACA. Pardon? C'est que vous n'avez pas fait le VACA. C'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Alors qu'à Kisantu, c'est nécessaire. C'était pas nécessaire. Pourquoi nous ne l'avons pas fait ici? Parce que ici, c'est 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés, c'est à notre portée. Nous sommes endettés, nous avons eu l'argent. Le projet que nous avons fait, ce comité de gestion a fait, c'est un bâtiment de 4500 mètres carrés. 4500 mètres carrés. Donc, 4 fois et demi le bâtiment que vous voyez là-bas. Ce bâtiment, c'est grosso modo 400 000 $. Là-bas, ça sera un peu plus que 2 250 000 $. Ce n'est pas avec l'Insinsani qu'on peut le faire. Nous avons déjà commencé d'autres démarches qui sont en cours d'aboutissement, Dieu aidant. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'Insinsani venait juste comme à point. Parce qu'on a constaté que
peuple Mukongo, qui s'intéresse beaucoup à Lucas, ne met pas la main à la poche. Ne met pas la main à la poche. Je pourrais vous montrer à un autre moment la liste des gens qui ont répondu au Ntsinsan. Vous allez être étonnés. Vous allez être étonnés. Les gens ne donnent rien. Beaucoup de gens aujourd'hui qui semblent s'intéresser à Lucas, quand on leur demande de mettre la main à la poche, parce que pour l'Ntsinsan, on a demandé seulement un minimum de $120 par personne. Ça veut dire $10 par mois. $10 par mois, c'est à la portée de beaucoup d'entre nous. Mais si je vous montre la liste, parce que jusqu'à présent, nous ne sommes qu'à $36 000 de souscription. Et donc, c'était tout simplement pour rappeler aux gens que cette université à laquelle vous vous intéressez, vous devez aussi participer. C'est tout simplement ça. Mais les gros moyens ne viendront pas d'Ntsinsan. Les gros moyens viendront d'ailleurs. Nous faisons des démarches, y compris auprès des banques. Parce que nous allons aussi nous endetter auprès des banques. Alors, nous pouvons dire que le frais de construction que payent les étudiants de la médecine ont contribué aussi à construire le Waka. Mais c'est les frais de construction de l'université Congo. Ne singularisez pas. C'est les frais de construction de l'université Congo que nous affectons, nous, comité de gestion, en fonction des priorités que nous décidons. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez voir, vous êtes journaliste, essayez de vous renseigner. Le nombre de bancs que nous avons achetés, que nous avons fait fabriquer pour Kisantu, vous allez être impressionné. Vous allez être impressionné. Moi, je suis recteur de l'Université Congo. Nous sommes le comité de gestion de l'Université Congo. Nous ne raisonnons pas en termes de Kisantu ou en termes de Mbanzango. Nous raisonnons en termes d'université. C'est toute la différence. Et je vous signale que dans le comité de gestion, tous les 3 districts sont représentés. Et nous sommes chapeautés par un conseil d'administration. Et le conseil d'administration, ce n'est pas des enfants de cœur. Hein. Vous en connaissez peut-être certains. Je ne citerai pas le nom ici. Et dans le conseil d'administration, ils sont là. Nous faisons un conseil d'administration tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Et ils suivent pas à pas tout ce que nous faisons. Et tout ce que nous faisons, nous le présentons au conseil d'administration pour dire voilà ce que nous voulons faire. Pour construire ce bâtiment, nous avons obtenu l'autorisation du du conseil d'administration. Pour nous endetter, nous avons obtenu la permission du conseil d'administration. Donc, il y a des organes qui fonctionnent. Donc, nous ne raisonnons pas en termes de Kisantu ou Mbanzango, nous raisonnons en termes de l'université. Alors, pourquoi tout le monde que le doyen amène à Kisantu, je reviens encore sur ça, mais avec un autre argumentaire, se comporte comme si il était sur un terrain déjà conquis. Ces gens vont jusqu'à priver d'examen l'étudiant qui vient avec une note du comptable témoignant l'appurement de frais. Ils n'ont pas de main. Ils n'ont que de main pour gifler. Ils n'ont que de main pour gifler et jamais de bouche pour mettre en garde un étudiant qui va à l'encontre des consignes. Cas de madame, jetez les noms, voilà, qui surveillait un examen et a giflé une étudiante et l'a chassée de la salle d'examen. Et cette étudiante-là avait raté l'examen du jour. On peut gifler une étudiante? Vous savez, monsieur le journaliste, moi je suis d'une école où la discipline est quelque chose de très important. Et la justice également. La justice également. Vous êtes en train de porter à ma connaissance des faits que je ne connais pas. Des faits qui n'ont pas été portés à la connaissance du comité de gestion. Un étudiant, à l'instar de tout être humain, a des droits. Et ces droits doivent être scrupuleusement respectés. Et donc, si l'étudiant a quelque chose à se plaindre contre qui que ce soit, il a le droit de nous saisir. Les étudiants ont plusieurs moyens de nous saisir. D'abord, ils ont leur CP. Ils ont leur gouvernement. Ils ont même des aumôniers auxquels ils vont se confier. Et nous sommes en contact permanent avec ces aumôniers. Parce qu'un étudiant peut avoir peur
de parler de tel professeur ou de telle autorité académique, il peut se confier à son, à son, euh, à son aumônier. Et les aumôniers viennent nous voir. Il y a beaucoup de choses que nous connaissons à travers les aumôniers. Nous n'avons pas du tout été informés qu'il y a un étudiant ou une étudiante qui aurait été giflé. Nous n'avons pas été informés. Les étudiants ont peur parce qu'ils n'ont jamais eu raison. On a échangé avec quelques étudiants qui ont dit que le comité de gestion a toujours raison. J'ai dit toujours raison. C'est comme ça qu'ils ont peur de venir vous saisir. Ils ont peur. Quand est-ce qu'ils ont dit que le comité de gestion a toujours raison? Ils n'ont jamais eu raison, les étudiants. Ils l'ont dit. Vous savez qu'il y a des étudiants que nous avons sanctionnés, qui ont introduit leur recours. Ils ont été réhabilités. Comment est-ce qu'un étudiant peut dire ça? Nous avons beaucoup de cas. Des étudiants qui ont été sanctionnés sur base des éléments dont nous disposions. Ils interjectent appel, on réexamine leur dossier, on peut leur donner raison. Il y a un problème qui se pose ici au niveau de l'UCA. Nous ne sommes pas en régime de cogestion. Nous sommes en régime de gestion. Je préside un comité de gestion. Les étudiants, ils ont parfaitement le droit de me faire part, de nous faire part de leurs desiderata. Nous les examinons. Si nous trouvons que leurs desiderata sont fondés, on leur donne raison. Si ce n'est pas le cas, on ne leur donne pas raison. Nous avons beaucoup de cas où les étudiants nous ont fait des propositions que nous avons acceptées. Nous sommes toujours en contact avec eux. Mais ici, le comité de gestion doit gérer une institution. Cette institution a des problèmes. Et donc, le comité de gestion doit tenir compte de toutes les parties prenantes. Toutes les parties prenantes. Et donc, on essaie d'intégrer les préoccupations de toutes les parties prenantes. Et donc, forcément, il y a toujours des parties prenantes qui ne seront pas contentes de la décision qui a été prise. Mais nous essayons toujours, chaque fois que nous prenons une décision, de l'expliquer aux étudiants. Il y en a qui acceptent l'explication, d'autres refusent l'explication. C'est leur droit le plus strict. Et donc, je répète encore une fois, je vous demande, vous qui connaissez ce cas, de m'amener cette étudiante ici. Vous pouvez l'amener. Vous pouvez être devant, vous pouvez accompagner cette étudiante. Que l'étudiante fasse plutôt sa plainte. Je vous garantis, parce que chez nous, dans le comité de gestion, que j'ai l'avantage de diriger, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Nous sommes d'abord très sévères vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc, s'il y a un enseignant, un professeur qui fait je ne sais pas quoi. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la surveillance, elle est généralement assurée par des assistants. Par des assistants. Et celle-là ne l'est pas. C'est une ancienne étudiante de l'UCA qui est devenue docteur qu'on a... Mais justement, qu'on nous amène tous ces cas, on va les voir. Vous savez, nous ne sommes pas des magiciens. Nous intervenons quand nous sommes au courant d'un fait. Quand nous ne sommes pas au courant d'un fait, nous ne sommes pas des magiciens pour savoir qu'il y a ça qui s'est passé. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont sous votre protection. On a peur de les accuser. Qui ça? Quelles personnes qui sont sous ma protection? Les doyens, par exemple. Qui vous dit qu'il est sous ma protection? Le doyen a été élu par ses pairs, pas par moi. Le doyen a été élu pour la première fois en 2021. On le prépare pour qu'il devienne recteur. Avant que le doyen ne soit doyen, il était vice-doyen de cette faculté. Il était vice-doyen de cette faculté avant que moi je ne sois recteur. Et ce sont ses pairs qui l'ont élu doyen. Moi, j'ai pris acte. Le comité de gestion a pris acte. Comme tous les doyens ici, ce sont leurs pairs qui les élus. Et le même doyen a été réélu il y a moins de 3 mois, de nouveau par ses pairs. Et je vous signale que quand il a été élu, il était candidat unique. Alors je ne comprends pas très bien. D'un côté, on lui attribue beaucoup de choses négatives. De l'autre côté, il est candidat unique. Il est élu à l'unanimité de ses pairs. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Donc, ayez en tête qu'il n'y a pas de protégé chez nous. Il n'y a pas de protégé. Vous êtes entré à l'université, vous pouvez venir quand vous voulez. Quand vous voulez. Si vous avez un cas précis, vous me l'amenez. Vous me l'amenez. Et on va les traiter devant vous, sans tabou. Alors, monsieur le recteur, vous avez parlé des canaux par lesquels les étudiants peuvent bien vous saisir. Vous avez cité le CP. Il y a eu dernièrement
des CP qui ont été déchus. Vous en savez les raisons? Moi, je sais que tous les CP qui sont là-bas ont été élus. Tous les CP qui sont là-bas ont été élus par leur père. Je ne connais pas ces situations. Si vous connaissez, vous, des CP actuellement qui sont en place, qui n'ont pas été élus, vous me le dites. Voilà ce qu'on nous dit, M. Larry. Oui. On observe un tribalisme à outrance, ayant conduit le doyen, toujours, à utiliser un étudiant Muyombe. Aujourd'hui, médecin en attente de la collation des grades académiques, en collaboration avec M. Junior, afin de déchoir les CP élus et le remplacer par les CP Muyombe ou Bayombe, M. le recteur. Vous n'êtes pas au courant de cette situation? Mais vous êtes journaliste. Allez interroger là-bas les étudiants. Ils vous en diront quelque chose. Et puis ces histoires de tribalisme, vraiment, nous les Bas-Congo, soyons un peu plus sérieux. Soyons un peu plus sérieux. Soyons un peu plus sérieux. Ces histoires de tribalisme, c'est d'un ridicule total. C'est une université des Bas-Congo, soyons unis. Soyons unis. Il ne faut pas que, quand moi je pose un acte, on doit le coller à ma tribu. Pourquoi est-ce que si je pose un acte, on doit le coller à ma tribu? On ne doit pas le coller à ma tribu. Je pose un acte en tant qu'individu, je ne le pose pas en tant que membre d'une tribu. Donc c'est vraiment un tribalisme de très mauvais aloi. Moi, je n'entre pas dans ce genre de... Moi, ce sont les faits qui m'intéressent. Pour le moment, tous les CP qui sont là-bas ont été élus. Si vous m'amenez la preuve contraire, je suis d'accord avec vous. Je vous donnerai raison. Je vous donnerai raison. Mais aujourd'hui, tous les CP qui sont là-bas sont des CP qui ont été élus par leur père. Il y a même des CP qui ne sont pas du Congo central. Parce que c'est une université. Tous les étudiants ont le même droit. Il y a des CP qui sont du Kassai, il y a des CP qui sont de l'Équateur. Ça ne nous concerne pas. Ça, c'est l'organisation interne des étudiants. On a dit ceci, M. le recteur. Oui. Est-ce que c'est important que la population qui nous suit, c'est-à-dire les téléspectateurs, comprennent ce qui se passe et parfois ce qui se dit est faux. C'est à travers vous qu'ils auront les réponses. Oui. On dit, on a fait ça juste pour avoir des bons canons pouvant faciliter la tâche au roi, on l'appelle roi, Ilumbe, dans l'opération Kotissa Bimisa. Et c'est quoi l'opération Kotissa Bimisa? Ça se passe à partir de Kinshasa Mongafula. Ici, il s'agit des copies d'examen faites, retirées après, pour être remplacées par celles corrigées moyennant $100, monsieur le recteur. Mais encore une fois, monsieur le journaliste, si les gens ont des faits avérés, ils n'ont qu'à les porter à notre connaissance. Ils vous suivent, monsieur le recteur. Ils n'ont qu'à les porter à notre connaissance. Qu'ils les portent à nous. Je vais vous dire une chose, pour vous montrer que nous ne protégeons personne. Dès qu'un fait est porté à notre connaissance, nous menons des enquêtes. Et parfois, ces enquêtes nous prennent 1 mois, parce que nous devons nous assurer que les faits sont avérés. Et nous prenons des sanctions. Dernièrement, il y a un professeur à qui un cours a été retiré, parce qu'il nous a été informé que ce professeur monnayait, conditionnait la participation à des interrogations au paiement de montants. Nous avons réuni toutes les preuves. Quand nous avons réuni les preuves, lui avons adressé une demande d'explication. Il nous a répondu. Et sur cette base-là, nous avons sanctionné, nous avons retiré le cours. Et il n'a pas protesté parce que les faits étaient avérés. Vous savez, nous sommes dans un milieu de l'université. Moi, qui vous parle, je suis à l'université, j'enseigne depuis 50 ans. Cette année, 50 ans. Comme assistant. Et je suis professeur depuis 40 ans. Il y a des choses, je suis de l'université de Kinshasa. Il y a tellement de choses qui se racontent. Des choses vraies et fausses. Exactement. Et chaque fois, il faut séparer le vrai du faux. Comment? En menant des enquêtes. Parce que très souvent, on lance des accusations gratuites sur des personnes qui n'ont rien fait. C'est comme ça que je dis, si quelqu'un a des faits, il peut même nous saisir par lettre anonyme. Il peut nous saisir par lettre anonyme. Posez la question par vous-même. Posez la question par vous-même.
est-ce qu'il y a un agent, il y a un étudiant, il y a un parent d'étudiant qui veut voir un membre du comité de gestion, que ce soit moi, recteur, le secrétaire général académique ou le secrétaire général administratif, on lui dit non, il n'est pas disponible. Ça n'existe pas. Ma porte reste toujours ouverte. Quand j'apprends qu'il y a un étudiant qui arrive, qu'il entre directement. Il entre directement. Il suffit qu'on m'annonce, il dit bon, qu'il entre. L'affaire est terminée. Ils viennent soit tantôt seuls, soit tantôt en délégation. Donc, si les étudiants ont envie de dénoncer des faits, ils peuvent même le faire de façon anonyme. Nous allons nous en saisir. S'ils ont peur qu'ils le fassent de façon anonyme, qu'ils vous réservent copie, et vous allez voir, nous allons mener l'enquête. Et nous allons vous appeler pour dire, monsieur le journaliste, voilà les résultats de l'enquête que nous avons menée. C'est aussi simple que ça. Alors, monsieur le recteur, il y a 2 ans ou des années académiques, 2021-2022, 2022-2023, que l'UCA organise une 3e session. Et le frais se paye de la manière suivante. Le jeu 1 pour participer à la 3e session paye $100. Le jeu D paye $150. Et le 2-1 paye $200 pour participer. Et si vous ne donnez pas cet argent, vous reprenez l'année. C'est vrai ou faux? On vous a dit que c'est depuis 2 ans. Ça fait 2 ans. Vous avez vérifié que l'année passée, ça s'est passé? Exactement, oui, on parle de 2022. Vous avez vérifié? 2022, 2022. Je vous demande d'aller vérifier. C'est-à-dire l'information est venue. C'est vous d'aller vérifier. C'est cette année que nous avons fait quelque chose. Je vous dis que moi, je suis professeur depuis 40 ans. Professeur à l'Université de Kinshasa depuis 40 ans. Les us et coutumes de l'université congolaise. Toute l'université congolaise est régie par les mêmes lois et par les mêmes coutumes. Très souvent, nous sommes des membres du jury, des présidents du jury. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis président d'un jury à l'Université de Kinshasa. Quand le jury constate qu'il y a eu trop d'échecs, soit pour un cours, soit pour 2 cours, le jury a l'habitude de décider de réinterroger les étudiants. On appelle ça réévaluation. Ça se fait dans toutes les universités. Ça se paye? Vous m'avez posé une question. Oui. Laissez-moi continuer. Pourquoi vous êtes pressé? On va y aller. Et donc, le jury a le droit, parfois, de déconsidérer une cote. On déconsidère la cote. On déconsidère la cote. Soit d'établir des moyennes, le jury prend toutes les décisions qu'il veut. Pas l'année passée, cette année, nous avons été saisis par les étudiants de premier doctorat qui nous ont écrit lettres. Monsieur le recteur, il y a eu trop d'échecs dans notre classe. Nous vous demandons une réinterrogation. Nous avons siégé au niveau du comité de gestion. Nous avons vérifié les faits. Qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que ce n'était pas la seule classe, que c'était un cas général. Nous avons des moyennes que nous établissons chaque année. La moyenne des échecs tourne autour des 30%. Cette fois-ci, la moyenne des échecs après la 2e session était de 51%. Donc, sur le plan statistique, on dira que c'est statistiquement significatif. Et c'est donc comme ça que nous avons écrit au doyen, parce que c'est lui qui supervise tous les jurys, d'entrevoir la possibilité, ce n'est pas le recteur qui décide, c'est le jury, d'entrevoir la possibilité d'une réinterrogation. Et le doyen, après avoir consulté son bureau facultaire, puisqu'il a un bureau facultaire, a accédé. Le montant dont vous parlez, ce sont les étudiants eux qui nous ont proposé ce montant. La lettre existe. Vous n'avez pas refusé, pourquoi? Parce qu'il ne peut pas payer, c'est la réévaluation. Laissez-moi y aller lentement. Je vous ai dit que c'est un surcroît de travail. Parce que ce sont tous les cours qui étaient concernés. Et donc, les étudiants eux-mêmes nous ont proposé le montant de $250. Donc, nous avons accepté leur proposition parce que c'est un surcroît de travail. C'est un surcroît de travail.
Oui, monsieur le journaliste, c'est un surcroît de travail. Parce que les professeurs doivent recomposer des examens, ils doivent recorriger, on doit payer les jurys, c'est tout un travail. Ils ont proposé. Les autres, qui étaient aussi concernés, ont fait la même demande. Il y a des classes pour lesquelles nous avons refusé, parce que le taux de réussite était très élevé. On dit, vous n'êtes pas concerné. Donc, toutes les classes où le taux de réussite était nettement supérieur à 33%, nous avons accepté. Et c'est avec les étudiants eux-mêmes que nous nous sommes mis d'accord sur les montants qui ont été fixés. Ils n'ont pas été fixés d'autorité. Ils ont été fixés avec les étudiants. Parce que c'est un surcroît de travail très important. Et tous les étudiants qui voulaient participer à l'examen, ils ont participé à l'examen. On peut vous donner les listes. Vous allez voir le nombre de personnes qui étaient concernées et le nombre de personnes qui n'ont pas passé l'examen. Vous allez voir que les chiffres sont quasiment les mêmes. Et donc, ce n'est pas le comité de gestion qui a décidé, mais c'est les étudiants de D1 qui ont écrit pour proposer ce montant. Et les autres montants, nous les avons négociés avec les étudiants de chaque classe. Et ça s'est fait cette année uniquement, pas l'année d'avant. Pas l'année d'avant. Et là, je précise que c'est le comité de gestion qui a pris l'initiative, saisi par les étudiants. Et le doyen n'a fait que réagir positivement à la demande. Mais on lui impute ça. Pourquoi? Pourquoi? Et $250 aujourd'hui, 250 ou $200 aujourd'hui, quand on prend en addition avec les frais académiques, dont les étudiants sont arrivés à 700 à $800. C'est ça un peu, monsieur le recteur? D'abord, ce sont eux qui ont proposé. S'ils sont proposés. Vous n'avez pas refusé parce qu'il Mais pourquoi je vais refuser? Parce qu'il s'agissait de l'argent. Mais pourquoi je vais refuser? J'ai besoin d'argent pour faire fonctionner l'université. J'ai besoin d'argent pour faire fonctionner l'université. Si on m'en offre, pourquoi je vais refuser? Et qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui n'ont pas payé? Parce qu'on a vu ceux-là. Ils sont combien ceux qui n'ont pas participé? Je n'ai pas calculé le nombre. Ils ont repris l'année. Menez votre enquête. Ils ont repris l'année. Menez votre enquête, vous verrez que tous ceux qui étaient concernés ont participé. De deux, chez nous, on ne paye pas $800. Qui vous a dit qu'on payait $800? Je dis, le frais académique additionné à ce frais de réévaluation vous donne 700, $800. Mais alors, mais c'est eux qui ont proposé ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, je gère une université. L'université a besoin d'argent. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que pour faire fonctionner cette université, pour construire tous les bâtiments qu'on est en train de construire, on ne compte que sur les frais académiques qui sont payés par les étudiants et qui sont parmi les plus bas. Monsieur le recteur, le frais de construction se paye à combien? C'est $20. C'est $20. $20, monsieur le recteur. Vous avez combien de... Nous avons 3800 étudiants. Et ça fait... c'est depuis... $76 000. C'est depuis... quelle année? Je vous ai calculé déjà, ça fait $76 000. C'est depuis combien... Ça fait combien d'années depuis que vous avez commencé à demander le frais de construction? Parce que l'ICA est né déjà en 1990. Je vais vous dire une chose. Le premier bâtiment, je viens de vous le dire, il a été construit en 2011 par le gouverneur Mbach. L'université existe depuis 1990. OK? Donc pendant 21 ans, on n'a rien construit. Pendant 21 ans. Et les $20 de construction? Laissez-moi, ce n'est pas moi qui ai géré l'université. Posez la question à ceux qui ont géré l'université. OK? Le deuxième bâtiment ici, le deuxième bâtiment dont je vous parle ici, c'est le recteur Nsonsa qui l'a construit. Je crois que la construction a commencé en 2016. 2016, ce bâtiment. Et ce bâtiment, c'est le comité de gestion que je préside qui l'a terminé, ce bâtiment. C'est mon comité de gestion qui l'a terminé. C'est mon comité de gestion qui est en train de construire le bâtiment administratif que vous voyez là-bas. Vous pourrez aller faire une petite visite. Hein? Il y a des gens qui l'appellent le château. Et c'est mon comité de gestion également, que j'ai l'honneur de présider, qui va commencer à construire bientôt le laboratoire de la faculté de médecine. Vous êtes au courant? Vous allez voir bientôt le grand laboratoire de la faculté de médecine. Oui, on a parlé de ça avec pompe, sauf que ça traîne. Oui, ça traîne, mais vous allez voir, parce qu'il y a toujours des contretemps. Vous allez voir, bientôt, ça va se terminer.
Et c'est mon comité de gestion qui va aussi commencer la construction du grand bâtiment de la faculté de médecine de 4500 mètres carrés. C'est mon comité de gestion. Regardez le temps. Pendant 21 ans, zéro construction. Pourquoi, monsieur le recteur? Posez la question, ceux qui m'ont précédé, pas moi. Chacun a sa méthode de gestion. Vous êtes dans la politique de la gestion de l'UCA. Moi, en tant que politique, en tant que l'actuel. Mais je ne suis pas là pour aller voir ce que mes prédécesseurs ont fait dans leur gestion. Vous n'avez pas l'historique? Pardon? L'historique de l'université existe. Mais je l'ai. L'historique me montre qu'ils n'ont rien construit. Et où partait cet argent? Mais il pose la question. Je ne suis ni auditeur, je ne suis pas auditeur pour vous commencer. Je suis en train tout simplement de vous dire que pendant plus de 30 ans, on n'a rien fait. Et le comité de gestion, ce n'est pas de l'orgueil, hein, mais ce sont des faits. Le comité de gestion que j'ai l'honneur de présider, il a terminé ce bâtiment. Il est en train de se construire ce grand bâtiment que d'aucuns appellent le château. Il va terminer le grand laboratoire de la faculté de médecine. Bientôt, il va commencer le bâtiment de 4500 mètres carrés. Dernier mot à la communauté étudiantine de l'UCA. On termine là. Les étudiants de l'université, ce sont nos partenaires. Nous n'existons pas si eux n'existent pas. Nous sommes là à cause d'eux et nous sommes là pour eux. Nous gérons l'université pour eux. Et nous vous précisons que parmi les étudiants, il y a nos propres enfants et nos propres petits-enfants, nos neveux et nos nièces qui sont dedans. Et donc, je leur dis tout simplement que dès qu'ils ont le moindre problème et qu'ils trouvent qu'il n'y a pas une oreille attentive, ils peuvent voir un des membres du comité de gestion. Nous sommes toujours là pour les écouter, essayer de résoudre les problèmes ensemble. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis sur Molière TV Canal+. C'est la fin de cette émission. Et nous vous rappelons que nous avons reçu les recteurs de l'UCA, monsieur le recteur Gambil. Merci beaucoup de nous avoir suivis et au prochain numéro. Bye. Et balé à Congo, et jali lopangota, kashi et jali chez.